Bienvenue dans l'épisode numéro 21, ça avance, ça avance. Donc dans cet épisode, on va continuer le money management. Dans l'épisode précédent, on a juste créé la classe avec les variables, les différents prototypages. Donc on sait vaguement ce qu'on va faire comme traitement dans les épisodes suivants. Ici, on va travailler essentiellement sur un élément extrêmement important, c'est la définition automatique, le calcul automatique de la taille de l'eau. La taille de l'eau, c'est aussi ce qu'on appelle le volume. Quand vous ouvrez une position, vous définissez un volume. Combien vous allez prendre de volume pour gérer votre risque-reward et votre money management en fait. Tout ça, c'est là-dedans. Extrêmement important. Ensuite, on va créer deux fonctions qui vont gérer les positions. Alors une position, c'est vraiment quelque chose qui est soit actif, donc une position qui est en cours sur les marchés, ou une position passée qui était terminée. Donc on va voir comment récupérer, déjà comment rechercher une position, savoir si elle est active ou non sur le marché, en MT4 et MT5, et puis on va voir aussi comment récupérer le résultat d'une position qui a été clôturée. Ça va nous servir quand on fera toute la partie traitement des robots avec différents résultats derrière. Vous allez voir, et puis aussi des messages. Quand une position va se fermer sur le robot, ça va vous envoyer automatiquement un message qui va vous dire combien vous avez gagné, je vous le souhaite, ou perdu, ça peut arriver. Voilà, donc on se met tout de suite à ces fonctions-là et on y va. Bon, donc nous revoilà dans la classe monnaie, dans laquelle on va faire les petites fonctions publiques qu'on a vues ici, donc config, cyclique, etc. On va commencer par config parce que c'est la plus simple. Donc pour config, je vais à la fin, ici, je fais donc l'entête pour les fonctions, et puis je fais donc la partie prototypage, appel de la fonction config, avec aucun paramètre en entrée et aucun en sortie, c'est void et void. À quoi sert cette fonction? Comme je n'ai plus de constructeur, eh bien ici je vais initialiser toutes les variables internes de la classe. Alors pour éviter d'oublier, ce que je fais quand je code, je prends toutes mes variables ici internes, je fais du copier, CTRL-C hein, si vous ne savez pas, enfin bon, je pense que vous savez, et ici je fais CTRL-V. Je sais que je dois initialiser tout ça dans cette fonction. Qu'est-ce que je vais faire pour les initialiser? Ben écoutez, je vais tout mettre à 0 et valide ou invalide. Donc le min lot, le max et tout ça, ça sera à 0. Les risques, comme en fait, tant qu'il n'y a pas de paramètres reçus et envoyés, je préfère mettre à 0. Je pars du principe que 0, c'est la valeur de non-initialisation. Et puis ici, pareil pour les résultats du jour, bah, tant que je ne les connais pas, je mettrai 0. Et les résultats, on peut partir sur le fait que par défaut, c'est bon. Bon, moi, j'ai fait en avance, mais je vais quand même vous montrer une ligne de ce que je fais quand je code. Donc ça, je vire, je fais ici, je fais égal, donc ça c'est quoi? Du double, donc 0.0. Voilà. Et je fais à chaque fois ça, donc je nettoie ce qui est derrière, donc je peux faire du copier-coller. Hein. Donc là, hop, je prends ça, je remplace. D'ailleurs, on va le faire en direct, je ne vais pas faire du copier-coller, je vais carrément vous montrer comment je code. Alors, tout ce qui est en double, c'est 0.0. Voilà, ça aussi, le double 0.0, les résultats 0.0. Et pour toutes les valeurs en entier, je mets tout simplement 0. Et pareil, je fais du copier-coller avec chaque chose comme ça. Ici, le int, pareil, c'est du 0. Et les résultats ici, on va dire par défaut, c'est vrai. Et du copier-coller. Alors, ce que je viens de faire là, l'avantage, c'est que, bon, je vire les commentaires, je m'en fous. Hein. Ça permet en fait d'éviter de perdre une donnée ou de mal relire l'ensemble des variables internes et d'en oublier une. Voilà, ça, je vire. Hop. Alors, c'est pas bien rangé, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment je fais. Donc là, double-clic dessus, hein, c'est un double-clic, et après le del. Et quand j'ai fait tout ça, pour le recentrer et bien l'aligner, ce que je fais, c'est que je sélectionne tout, je fais Shift-Tab. Ça va tout bouger les tabulations jusqu'à aller à 0. Et quand c'est fait, je fais tabulation. Et comme ça, tout est rangé d'un coup. Après, vous connaissez un peu mon côté un peu autiste.
Voilà, c'est que j'aime bien aligner, c'est plus facile à lire. Et j'aime bien, moi, c'est agréable en fait. Voilà, et lui, pareil, et voilà. Pour config, c'est tout. Donc tout est à zéro, tout est initialisé, et je sais qu'à partir de là, quand j'aurai appelé, toute ma classe sera initialisée, et après j'aurai plus qu'à envoyer les traitements régulièrement pour renseigner correctement chaque donnée. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. On a donc l'entête et l'encyclique, aucun paramètre, il n'y a pas de problème. Et dedans, ce qu'on va faire, on va initialiser toutes les variables internes, les min, low, max et tout ça, on va aller jusqu'ici et on va tout configurer. Donc je fais du copier-coller, pareil. Ça me permet juste de faire ma liste, hein. Et donc je vais extraire les données, donc je vais mettre un petit titre quand même, hop là, comme ça. Je vais extraire les informations avec un S, s'il te plaît Pascal, voilà, du marché. Alors extraire les informations. Là, à chaque fois que vous faites un code, que vous voulez faire de la compatibilité entre MT4 et MT5, faites gaffe. Faites gaffe, vous devez savoir que MT4 a beaucoup d'instructions qui n'existent plus dans MT5. Par contre, il existe des instructions qui sont compatibles. Donc faites bien le bon choix des fonctions pour récupérer les informations. Je vous les donne directement, vous inquiétez pas. Pour toutes ces informations-là, jusqu'à digit, c'est le marché qui le donne. Donc on va faire un symbole info double ou integer, suivant ce qu'on va récupérer. On donne bien sûr le nom du marché et les différents attributs que l'on veut qui vont permettre de récupérer les informations. Je vais vous en montrer une juste pour l'exemple. Je double-clique dessus, je fais aide, référence, alors tiens, je vais faire MQL5. Voilà, je vous mets ça comme ça il y a ma tête sur l'écran qui ne vous gênera pas. Voilà, donc comme ça, on a tous les différents symboles, enfin tous les différents attributs qu'on veut récupérer. Et ici, on peut les voir. Donc là, c'est pour les integers. Donc integer, c'est le thread tick. Non, c'est le thread stop level et stop digit. Voilà, ici, le symbole digit, il est ici. Donc c'est bien le nombre de décimales, qui est un entier. D'ailleurs, encore une fois, là, j'ai fait un excès de zèle, j'ai converti en entier, alors qu'en fait, c'est déjà en entier. Donc, pas d'intérêt. Et le symbole trade stop level, il est un peu plus bas. Il est ici, donc c'est l'indentation, donc c'est la limite en nombre de points depuis le prix d'achat ou le prix de clôture pour placer les ordres de stop. Voilà, donc ça c'est vraiment des entiers. En plus c'est un entier, lui, je crois. Oui, c'est un entier aussi, donc encore pareil, là j'ai fait un excès de zèle, j'ai converti. Et puis si on va plus bas, on a toutes les informations en double. D'ailleurs, vous voyez qu'on a aussi le bid, le ask, on a pas mal d'informations qui peuvent être utiles quand on fait du trading. D'ailleurs, on va sûrement même les utiliser quand on va être dans la partie courtier avec la gestion du courtier pour calculer vraiment ce qu'il faut. Donc on a le point il est ici, donc la valeur du point bien sûr, en double. De toute façon tout ça c'est que du double, donc il n'y a pas de problème. Le tick size c'est la variation la plus petite du prix. Et tout en bas, on a les volumes avec le mini, le max et le pas pour faire justement les différents changements pour éviter de faire par exemple du 0,1 quand on fait sur le gold qui est avec un pas de 1 par exemple. Voilà pour tout ça. Alors maintenant, le digit lot. Alors ça, je vais vous filer une formule mathématique. Cherchez pas, c'est assez particulier et c'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai trouvé carrément sur un site. C'est le nombre de décimales qui est après la virgule quand on a le step low. Ici, le step lot ou le pas du lot, du volume. Enfin, c'est comme vous voulez, hein. Pour éviter les problèmes, on va faire un petit test. On va regarder est-ce que le pas du lot est égal à 0. Si c'est égal à 0, ça veut dire qu'on ne peut pas le calculer. Donc, par défaut, si on ne peut pas le calculer, on lui donnera la valeur 0. Et sinon, on fait la valeur entière du log décimal du step low, mais le négatif. Alors, cherchez pas à comprendre. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai essayé, ça marche. Voilà, j'ai fait comme vous, hein, j'ai dit ouf. Et puis à la fin, je dis, je l'essaye et ça fonctionne. Ça va vous donner, je sais pas, je suis pas forcément bon en mathématiques, mais ça va vous donner le nombre de décimales qu'il y a pour la valeur step low, m step lot. Ça fonctionne, faites-moi confiance, essayez-le dans votre coin, mais vous verrez, ça fonctionne. Alors voilà, donc qu'est-ce qu'on a? Donc les paramètres, dans le traitement cyclique, on fait aucun traitement. Et pour les résultats hebdomadaires et journaliers,
On verra ça dans l'épisode suivant parce que c'est un peu complexe. Ça va vraiment fouiller dans les comptes historiques de votre compte de trading. Il y a des différences entre MT4 et MT5. Là, c'est du gros taf. On va se mettre une petite pause. Là, on va s'occuper surtout du calcul de l'eau donc dans cette vidéo. Donc pour l'instant, en cyclique, on ne fait que ça. Bon, et maintenant qu'on a fait le cyclique, on va s'attaquer au calcul de taille de l'eau. Donc pour ça, je reprends le prototypage. Voilà. Donc on a un type double en sortie, parce qu'en fait on va calculer, on va avoir une valeur de l'eau qu'on va pouvoir investir en respectant différents paramètres. Et on a aussi la structure qu'on a vue dans l'épisode précédent, que je vous remets d'ailleurs. Donc ici, où on a donc toute l'information que va nous fournir la stratégie quand il y aura une détection. Donc je remonte là-haut, et maintenant qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Parce que là c'est extrêmement important, si on se gourre là, votre stratégie va donner des tailles qui ne sont pas cohérentes avec votre risque et vos paramètres, et c'est un coup à griller votre compte d'une facilité déconcertante. Alors, à ce moment-là, première chose à faire, on récupère les données de votre compte. Déjà, du marché, parce qu'on a une information très très importante, c'est celle du marché, et aussi de votre compte. Du marché, on récupère quoi? On récupère le coût monétaire, enfin la valeur monétaire d'un tick. On a vu la taille du tick du marché, je vous le remets, c'est juste au-dessus. Ici, le tick size, c'est une chose, mais on a aussi une autre information, c'est la valeur monétaire. Combien coûte un changement de tick dans votre monnaie, évidemment, de votre compte. Ça, c'est une information qui est extrêmement importante. La deuxième, qui n'est pas des moindres, c'est à combien est votre capital. Parce que le calcul de risque sera basé sur votre capital. Donc, je redescends. On va commencer par créer nos deux variables locales, donc en double évidemment. Et ce sont donc, on revoit ce que je vous ai dit, c'est le montant disponible du compte du trading et puis la valeur d'un tick en monnaie du compte, très importante. Et donc là, je vous donne les fonctions, donc c'est symbole, parce qu'en fait la valeur du tick au sens monétaire, c'est encore le marché qui vous le donne, donc on prend l'information au niveau du marché, donc c'est bien un symbole info double. Et puis la balance, donc la balance c'est votre compte, votre compte de trading. C'est tout bêtement, là c'est des informations qui sont extraits de votre compte. On va voir de quoi il en retourne. Et ça c'est tout bêtement le montant de votre compte. Pour aller voir, je vais dans l'aide aussi, on va encore aller sur MQL5. Donc le type c'est enum account info double. Vous voyez qu'il y a différents exemples ici pour voir différentes choses. La marge entre autres, d'ailleurs si quand vous ferez des améliorations par rapport à vous, ça serait très très bien que vous ajoutiez dans vos différents contrôles les contrôles sur la marge. Vous voyez ici, ils indiquent comment récupérer la marge libre, la marge, le niveau, enfin tous ces trucs-là, ils sont là. Donc, vous saurez comment le faire. Et d'ailleurs, les informations sur votre compte, on les trouve ici. Alors bien sûr, il y a le compte, il y a le nom, le serveur, la monnaie. Ça, c'est intéressant aussi. Si vous affichez par exemple sur écran la valeur de votre compte, rajoutez la petite monnaie qui est derrière, c'est pas plus mal. Et puis là, vous avez tout plein d'informations que vous pouvez éventuellement utiliser, vous, pour la gestion de votre money management. Moi, ce que je fais là, c'est très très simple, mais vous pouvez ajouter des fonctions. Donc après avoir fait ça, cette acquisition des données les plus récentes pour faire le calcul de taille, on va quand même contrôler si on peut réellement faire les calculs. Et ce contrôle va nous donner une opportunité de dire si jamais il y a une information qui n'est pas cohérente, je ne calcule rien, la taille sera à 0. Alors quels sont les contrôles à faire? Eh bien, il y en a plusieurs. On va contrôler déjà si, par rapport aux paramètres de la stratégie, ici, est-ce que la différence entre la taille et le stop, c'est pas nul. Si les deux niveaux sont l'un sur l'autre, je vais pas faire un calcul parce que ça va faire une division par 0 si je fais une différence entre les deux. Donc c'est pas la peine. Donc si l'entrée est égale au stop, à ce moment-là, je vire, je ne calcule pas la taille de l'eau. Si la valeur d'un tick est égale à 0, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que ça n'a pas de sens, tout simplement. Donc on vire. Si le pas du lot, si ça n'a pas été initialisé correctement, c'est pas la peine non plus. Et pareil, la valeur non plus, ça n'a pas de sens. Donc voilà, on pourrait en trouver d'autres, mais déjà celle-ci, vous couvrez quasiment 100% des cas qui peuvent vous empêcher de calculer la taille de l'eau. Et si jamais donc un de ces tests se révèle vrai, donc il y a une erreur en fait dans les paramètres ou une incohérence, à ce moment-là, on retourne une taille de l'eau à 0. Et comme le robot,
il va vérifier que si la taille de l'eau est à 0, il ne va rien faire, donc c'est pas la peine. Ça va bloquer automatiquement l'envoi d'un nouvel ordre vers le courtier. Et quand on a fait ça, on est prêt à calculer la taille de l'eau. Alors comment on calcule une taille de l'eau? C'est presque simple. Moi, quand j'ai commencé le trading, je me suis fait des nœuds à la tête pour savoir comment calculer. J'avais des fichiers Excel, j'avais des formules mathématiques, je vais chercher des choses sur Internet, mais on retrouve plein de formules et c'est pas forcément très compréhensible. Et ben moi, je vais vous la donner. La voici. Vous avez une chose. Donc là, attention, c'est une taille de l'eau basée sur un risque, sur un taux de risque. Donc, qu'est-ce qu'on veut risquer? Eh bien, on veut risquer un pourcentage du compte. Donc, on va prendre le taux de risque, par exemple de 1%, donc il est à 1. On va le diviser par 100 pour faire 1%, ça fera 0,01. Et on va multiplier ça par la valeur du compte, par le contenu de votre compte. Ça va nous sortir un chiffre. Ce chiffre-là, enfin ce montant, ça va être le montant que vous êtes prêt à risquer. Et ce montant, on va le diviser avec la différence entre le prix d'entrée et le stop loss. C'est pour ça qu'il ne fallait pas que ce soit identique, sinon ça faisait une division par 0. Ça, c'est la différence de prix. On parle bien ici d'une différence de prix. Et cette différence de prix, il faut la ramener, il faut la changer en taille de tick. C'est pour ça qu'ici, on prend cette différence de prix et on la divise avec le tick size, qui est par exemple 0,001 si on est sur le Forex, par exemple. Et à ce moment-là, ça va nous sortir, ça va nous convertir en fait la différence monétaire du prix du compte en un nombre de ticks. Et ce nombre de ticks, on va le multiplier par la valeur du tick. Je vous le refais doucement pour bien que vous compreniez le truc. Ce qui est en haut, on prend le risque et on multiplie par rapport au compte. Ça, c'est pas très compliqué. La partie en bas est plus particulière. On doit faire de la conversion. On prend les prix, la différence de prix, par exemple si c'est en yens, là vous allez avoir une différence en yens. Cette différence en yens, je vais la changer en combien il y a de points entre le prix d'entrée et le stop. Là, je vais convertir donc du coup un montant en yens où je m'en fous quelque part. Ça va faire par exemple, là il y a 50 points entre le prix d'achat et le prix de stop que j'ai prévu. 50 points. Mais un point vaut combien? Ben, un point, je l'ai extrait là. C'est le tick val. Du coup, je multiplie ce point là par la valeur dans ma monnaie de mon compte. Et du coup, je vais obtenir là un montant, un réel montant. Du coup, ici, j'ai la même unité entre la partie qui est en haut, donc qui est en monnaie, donc on va parler en euros par exemple. Là, c'est une valeur en euros, et je divise par une valeur en euros. Et j'obtiens un ratio, et ce ratio, c'est la taille de l'eau. C'est la taille de l'eau que je vais pouvoir investir. Ce calcul, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre, à le créer, et à le retrouver, et à faire quelque chose vraiment de stable. Parce que je vous dis, tout ce que j'ai cherché sur le net, c'était toujours des formules plus ou moins compliquées, plus ou moins simples, des fois beaucoup trop simples. Ça parlait de façon différemment quand on était sur le Forex ou quand on était avec d'autres types de marchés. C'était un bordel sans nom. Sur MetaTrader, en fait, cette formule, elle fonctionne pour tout. Je l'ai essayé sur différentes choses, ça fonctionne. Maintenant qu'on a une taille de l'eau, il faut quand même vérifier, parce que là, je vous rappelle qu'on a différents contrôles. On a la taille min, la taille max et le step. Donc on va utiliser ces trois paramètres-là pour, on va dire, mettre en forme la taille qu'on a calculée, qui est une taille brute, avec des virgules et tout ça, ça peut être très complexe, en fait, en une valeur qui est compréhensible par le courtier dans le côté informatique du sujet. Donc là, je vais faire alors une formule qui est un peu tout englobée, c'est que la taille de l'eau ici, je vais prendre la valeur la plus petite entre la taille maximum, ça veut dire que si on a par exemple une taille max qui est de 50 lots et qu'on a un calcul qui fait 150 lots, en fait on va prendre le plus petit. Donc ça va le redescendre à la taille max, ça n'ira jamais au-dessus. Et puis ici, c'est particulier, c'est qu'en fait ce que je fais là, c'est que j'arrondis en un nombre qui est cohérent avec le pas du lot. Si jamais la taille de lot calculée est inférieure au minimum, on ne peut pas prendre le minimum. Si par exemple vous avez une taille de lot qui est 0,01 et que votre taille minimum c'est 1, vous n'allez pas prendre 1. Parce que le 0,01 de taille de lot calculée, c'est pour respecter votre risque. Si vous passez de ça à 1, ça fait 100 fois plus. Ça ne va pas le faire, je vous le dis tout de suite. Donc par contre là, si on va tester la taille de l'eau calculée, et si c'est inférieur au minimum, là on annule.
directement, on ne réfléchit pas, on annule et on avertit. Parce qu'on a peut-être des messages de la stratégie qui va dire ouais, j'ai trouvé une opportunité, allez-y, c'est bon. Il faut quand même dire qu'on annule et pourquoi on annule. Donc là, je vais faire un warning, parce que c'est une fonction qui n'est plus disponible, et on indique le numéro de la détection ici, avec la détection, je vous rappelle, qui est ici, le numéro de la détection, et on va dire la taille de l'eau calculée est inférieure au minimum, donc en fait, on annule. Voilà, tout simplement. On a fait le calcul, on a contrôlé le max, on a contrôlé le minimum, on n'a plus qu'à retourner la valeur calculée. Donc là, on va sortir la taille de l'eau, alors pas n'importe comment, normalize double, c'est quelque chose qui existe aussi à MT4, MT5, je vous montre à quoi ça peut servir. Voilà, bon ça c'est un petit exemple, hein, ça vous montre un peu différents exemples. Ça va permettre de limiter le nombre de décimales. Alors ça veut rien dire, par contre ici un bel exemple, on a la valeur de pi, donc pi 3, 14, 16, etc. etc. À ce moment-là, ici, vous avez trois types d'affichage. Un qui est sur, on lui force en fait 3 digits, là on lui force 8 digits, et là on lui force 0, donc 0 digits, ce que j'appelle digits, c'est les chiffres après la virgule. Et donc là on voit, alors bien sûr, il y en a toujours plus, hein, mais vous voyez qu'ici il a arrondi, pile il s'est arrêté, le 9999, c'est comme s'il avait fait 142, quoi. Donc il a bien mis 3 digits uniquement, le reste c'est de la conversion pour l'affichage. Ici il y a 8 digits, et puis ici il y en a 0, donc en fait il a viré carrément tout ce qui était après la virgule. Donc là, pourquoi je fais ça? Puisqu'on connaît le nombre de chiffres après la virgule, je me suis dit autant reformater la valeur numérique qui est en sortie pour respecter en fait ce nombre de chiffres après la virgule. C'est juste pour faire propre, hein, mais vous auriez pu faire un return lot size, c'était pareil. Hein. Donc là, cette fonction est finie. Ah oui, je suis bête. J'ai oublié un truc. Vous auriez pu me le dire aussi. Donc c'est la variable locale pour calculer, parce que sinon là, ça va pas le faire. Là, il va vous dire qu'il manque un truc. Effectivement, je vais oublier de déclarer la variable locale qui calcule la taille de l'eau dans la fonction. Bon, voilà pour cette fonction. Je vous conseille, tiens d'ailleurs, je vous conseille de la tester. Intégrez tout bêtement cette fonction que je vous mets en entier. Je crois qu'elle passe en entier. Intégrez-la, alors pas forcément avec cette chose, mais intégrez-la dans vos threads, dans vos codes. Testez-la, essayez de la mettre sur votre compte, avec votre environnement, parce que moi j'ai essayé sur plusieurs comptes de trading, aussi bien en crypto, forex, matières premières, indices, etc., de plein de choses, sur plusieurs courtiers, et ça fonctionne à chaque fois. Et j'ai même, d'ailleurs, j'ai un indicateur qui s'appelle Mama, qui est un indicateur de money management que je vends sur mon site, où j'ai plusieurs clients qui l'ont acheté, et en fait, personne m'a dit que ça marchait pas. Normalement, je pense que ça marche partout. Mais testez-la, on ne sait jamais, et puis si jamais ça ne marche pas, n'hésitez pas à revenir vers moi pour m'indiquer des petites choses qui pourraient être en erreur, et que jusqu'à présent, ça n'a pas été vu. Bon, maintenant on va aller gratouiller un peu dans le compte de trading, dans les résultats historiques. On va vérifier si un numéro de ticket est en cours, c'est-à-dire que si il est en cours sur les marchés. Alors pour ça, c'est particulier parce que le traitement de votre compte de trading, de votre historique entre MT4 et MT5, c'est pas du tout pareil. Mais alors, pas du tout. Donc on va devoir faire gaffe à ça. On va séparer cette fonction en deux parties, une partie spécifique MT4 et une partie spécifique MT5. Alors déjà, ce qu'on va faire, on va créer, je vous mets ça en haut, on va créer les variables locales qu'on va utiliser. Il m'en faut trois. Il me faut l'information de connaître le nombre total d'informations que je vais devoir scanner dans l'historique. Il me faut donc un indice pour une boucle pour aller chercher tous ces différents éléments. Et le troisième, c'est tout bêtement extraire le numéro de ticket qui est enregistré dans l'historique du compte. Donc je vais créer mes trois variables locales qui sont toutes en entier, il n'y a aucun problème. Bon, les trois sont en entier. Le ticket peut-être que ça peut être changé, surtout pour MT5. MT4 ça marche, mais MT5 peut-être. Voilà, j'ai un doute, je vais retester dans mon coin pour vérifier qu'il n'y a pas de problème, je pense pas, mais gardez en tête qu'il y a peut-être l'information du numéro de ticket, qu'il faut peut-être changer le type pour le mettre beaucoup plus large. Et après, on va commencer le traitement, et donc là je mets des grands encarts pour repérer les différents changements. Là, c'est vraiment un traitement qui est uniquement pour MT5. Et généralement, je fais comme ça, avec après
un ndif. Ça, c'est ifdef MQL5 avec les deux underscores en dessous, enfin avant, après, et le else évidemment. Enfin, ça, on aurait pu faire aussi un ifdef MQL4, c'était pareil. Donc là, c'est surtout pour montrer qu'il y a deux blocs de traitement très spécifiques MQL5, enfin MT5 et MT4. Alors, pour MT5, on va récupérer le nombre total de positions. Attention, sur MT5, vous avez pas mal de quantités de listes différentes. Vous avez les ordres, les positions, les données historiques. Faut pas confondre. Un ordre, c'est un ordre. Vous avez un buy limit ou un buy stop ou un sell stop qui est en cours, c'est un ordre tant qu'il n'a pas été exécuté. Dès qu'il est exécuté, ça devient une position. Dès que la position est terminée, ça devient un historique. Voilà. MT5 différencie vraiment les trois choses. Donc nous, là, ce que l'on veut, c'est dans les positions. On va vraiment, c'est bien le ticket qui est en cours, donc c'est une position qui est ouverte. À partir de ce nombre-là, on va pouvoir faire une boucle. Donc une boucle que j'appelle L-loop, hein, L comme local et puis loop comme boucle. Donc qui va de total moins 1. Alors pourquoi total moins 1 jusqu'à 0 en marche arrière? Pourquoi pas de 0 à total? Tout simplement parce que là, on va scanner un tableau. Ce tableau, il part de 0, qui est le premier indice, jusqu'à n. Si pendant que je fais ma boucle, de 0 par exemple, ça avance comme ça, j'ai un ordre qui se termine, je risque de déborder le tableau. Imaginons que j'ai 10 positions ouvertes, donc il va aller de 0 à 9. Si je commence à 0 et que j'avance comme ça, il y a une position qui se ferme, donc du coup j'ai plus que 9 positions, pas 10. Je vais arriver à l'indice 9 pour le dixième, et en fait il va planter, le code va planter. Par contre ce que je fais, c'est que je prends ce tableau, donc de 10 positions actives, et je commence à la fin. Alors il y a toujours un risque évidemment que pile poil entre le moment où je lis le nombre de positions et le moment où je fais ma boucle, l'ordre, enfin la position se ferme, évidemment, c'est toujours possible. Mais en tout cas, je fais quelque chose qui démarre de la fin, et comme ça, si pendant que j'avance, il y a un ordre qui se ferme, c'est pas grave quelque part. Je vais rien rater. Après, dans cette boucle-là, je vais lire le numéro de ticket. Donc là, je vais faire par rapport à la position, je vais faire un get ticket par rapport à l'indice, mon fameux tableau. Donc j'ai l'indice, je vais dedans et je vais prendre le numéro de la position de cet indice-là. Et si jamais le numéro de ticket que je viens de lire dans mon tableau de MetaTrader est identique au numéro de ticket que je recherche, à ce moment-là, je retourne vrai. Ça veut dire que le ticket est réellement en cours. Donc je fais une ligne toute simple qui est ici. Si le ticket est égal au ticket passé en paramètre, je retourne vrai. Et puis ma boucle, j'ai plus qu'à la terminer et c'est fini. Voilà, ça c'est pour MQL5, donc MT5. Maintenant pour MT4, vous allez voir, c'est quasiment pareil. Je lis le total. Le total, par contre, là, on parle de total d'ordre. Parce que MT4, lui, il s'en fout, il groupe tout au même endroit, c'est le bordel, mais tout va bien. Ensuite, je fais pareil. Maintenant que j'ai mon total, je vais faire une boucle. Toujours partir de la fin pour revenir jusqu'au 0. Là, il y a un truc particulier, c'est que je vais demander à MetaTrader de sélectionner des données, un groupe de données, par rapport à une position. C'est-à-dire que là, je dis, voilà, tu vas me sélectionner un ordre au sens large, hein, c'est-à-dire position aussi. Donc il va me sélectionner un ordre par rapport à une position dans le tableau que MetaTrader gère en interne. Si jamais c'est correct, à ce moment-là, je vais pouvoir traiter le contenu. Et là, c'est pareil, hein. Hop, je mets ici, donc je lis le ticket avec order ticket, et puis si le ticket est identique, je retourne vrai. Et puis après, c'est la fin de ma boucle, voilà, voilà. Maintenant, donc là, j'ai fait une boucle, si je trouve, je sors vrai. Ici, je fais une boucle, si je trouve, je sors vrai. Et à la fin, il faut que je sorte faux, puisque ça veut dire que j'ai pas trouvé le ticket. Donc là, tout simplement, le ticket n'a pas été trouvé, et je retourne faux. Tout simplement. Alors quand je dis tout simplement, hein, quand même, on va regarder différentes choses. Je vais commencer par order total. On va vous montrer alors, pour les MT4, voilà ce qu'il y a. Donc le order total pour MT4, je m'entends bien, hein, c'est bien le retour, le nombre des ordres en attente et les ordres au marché. C'est bien une liste qui globalise aussi bien les ordres que les positions. Je m'attends. Là par contre les mots sont importants. Ensuite on avait le order select. Alors le order select,
c'est avec ça qu'on va choisir dans les threads, donc dans le mode thread, donc on va chercher vraiment dans la partie des ordres qui sont actifs ou dans l'historique. Si on regarde les paramètres, ici on a un index évidemment, c'est ce que j'ai mis moi avec ma boucle. Après il y a le mode de recherche que l'on fait dedans, et surtout le où on cherche. Par défaut, on est dans les threads. Et les threads, vous voyez, c'est ici, c'est par défaut, ça veut dire qu'on va vraiment chercher dans les ordres qui sont ouverts. On voit ici open ou pending. Ça veut dire que c'est vraiment les ordres qui sont actifs ou qui sont en attente. Donc nous, on cherche bien là-dedans. Après, on avait le moyen de chercher par une position dans un tableau, ce que j'ai fait avec le order total, ou bien suite à un numéro de ticket que l'on connaît. Alors on aurait pu rechercher par le numéro de ticket, qui nous aurait évité peut-être une boucle. Alors j'ai pas essayé, mais si je regarde leur exemple, on aurait pu le faire directement, ça aurait évité de faire une boucle pour MT4. Voilà. Donc je pense que je vais peut-être changer le code. Alors non tiens, je vais laisser ça comme ça pour moi, parce que ça fonctionne. Par contre, vous pouvez le changer. Donc vous allez sur l'aide, alors que pour MT4. Vous allez sur l'aide en ligne, vous regardez ce code-là et vous changez ce bloc ici en mettant ce bout de code, ou en tout cas en l'adaptant. Ensuite, pour les gens qui sont sur MT5, donc on va dans l'aide référence MQL5 évidemment. Donc là, on voit bien que le position totale, c'est bien le nombre de positions ouvertes. On n'a pas de risque de taper sur des choses qui sont vraiment en attente. Et c'est bien des positions. D'ailleurs, je crois que dans l'aide, c'est ici, ne confondez pas les positions avec les ordres en attente valide, qui sont également affichés dans l'onglet Trading de la fenêtre en bas, quand vous avez sur votre plateforme. Effectivement, MetaTrader 5 en fait sont beaucoup plus stricts et beaucoup plus rigoureux par rapport aux termes, et position et ordre, c'est deux choses bien distinctes. Et si on va sur le position get ticket, à ce moment-là, on voit que lui, alors justement, vous voyez, c'est ici, voilà, un ticket sur MT5, c'est du U long, c'est du valeur long non signé, alors que sur MetaTrader 4, c'est du int, qui est une valeur signée et de plus petite taille. Attention, ça vaudra peut-être le coup, alors moi j'ai jamais vu d'erreur, franchement. J'ai tout mis en int et j'ai jamais eu une seule erreur, aussi bien sur sur MT5 et MT4. Mais gardez ça en tête, peut-être qu'il faudra caster, ça veut dire que vous allez devoir imposer un type de données pour les tickets de MT4 pour que ce soit compatible entre MT5 et MT4. Donc tout bêtement, là il y a une liste, et puis lui donne la position, enfin il donne la valeur du ticket dans la liste. Alors ce que je vais peut-être faire, c'est que quand j'aurai assez d'abonnés et que ma chaîne aura pris un niveau dessus, je ferai des abonnements particuliers avec des bonus par exemple. Pour ceux qui seront abonnés, il y aura des bonus, typiquement ce genre de correction que je pourrais apporter en direct, mais j'ai pas envie, je vais garder mon code tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Mais peut-être ça vaudra le coup de faire des petites vidéos sur ça et dire comment optimiser un code sur MT4, comment l'optimiser sur MT5, comment garantir un type cohérent entre MT4 et MT5. Je ferai ces petites vidéos, c'est pas grand chose et ça peut aider, donc, mais pour l'instant je fais pas. Bon, maintenant on va passer à la recherche du résultat pour un ticket qui est fermé. Donc, je commence par mettre la partie d'appel, donc les descriptions, donc cherche un ticket fermé et affiche les résultats pour ce ticket. En paramètres, on a deux choses. Le premier, c'est le nom de la stratégie, parce que j'ai prévu, alors personnellement, hein, j'ai prévu de faire des robots pour moi avec plusieurs types de stratégies. Là, je sais que j'ai un robot qui est en cours de codage où j'ai 5 stratégies en même temps, qui se mélangent tous, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et pour avoir la même classe quelque part qui sera utilisée par tout le monde, je passe le nom de la stratégie, comme ça quand j'ai une alerte, il m'indique quelle stratégie a une alerte ou quelle stratégie a eu un résultat. Et puis, comme tout le reste, hein, c'est la description, le type de la stratégie qui contient toutes les données de la détection qui a servi à faire ça. Alors vous allez voir que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure pour au-dessus là pour la recherche d'un ticket en cours. C'est pas les mêmes tableaux, mais c'est quasiment pareil. Bon, ce que je vais vous montrer là, c'est juste une idée. Il y a d'autres solutions pour le faire. Bon, j'en ai pris une au hasard, hein. On va commencer par créer les variables locales. Alors, j'ai quoi? Ici, j'ai total. Total, c'est le nombre total d'éléments dans lequel on va chercher notre ticket. Voilà, comme tout à l'heure dans l'autre fonction. Loop, c'est mon indice de boucle. Profit, c'est la vraie valeur en fait du profit ou des pertes, hein. Enfin, profit c'est au sens large, hein. C'est aussi bien des gains que des pertes. Le résultat du ticket en fait, j'aurais pu même l'appeler L résultat.
Et le trouver, c'est juste pour indiquer que j'ai trouvé le ticket, donc que je peux sortir. Donc quand je commence, moi je fais l'initialisation de mes variables locales qui ont besoin d'être initialisées. Donc par défaut, je n'ai pas trouvé le ticket, et par défaut, le profit est à 0. Bon, et ensuite, on a cette différence entre MQL4 et MQL5. Donc on fait comme tout à l'heure, j'ai des blocs ici avec le traitement spécifique MQL5 et le traitement spécifique MQL4. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors dans MQL5, comment ça fonctionne? MQL5, on a un tableau où on a tous les tickets historiques. Voilà. Donc ça c'est très très bien parce qu'en fait on va gratter là-dedans, on va chercher notre ticket dans ce tableau des historiques. Donc comme dans la fonction précédente, ici je fais une petite boucle où je récupère déjà le total des éléments historiques. Alors je vais vous montrer quand même history deals total. On va dans Head, MQL5. Voilà, donc c'est bien le nombre de transactions historiques. Donc c'est très très bien. Et après, on va faire aussi avec les history select ou by position. Il y a tout un ensemble de fonctions qui vont vraiment spécifiquement travailler dans les historiques en fait des positions. Quand je travaille dans cette boucle-là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais extraire un ticket. Le ticket avec la position. Voilà, donc là je fais LTicket, d'ailleurs que je vais déclarer juste avant. Voilà, ici. Donc je récupère, je fais un get ticket de l'historique par rapport à la position que je suis en train de chercher. Donc imaginez un tableau avec toutes les positions historiques et en fait on va gratter et je vais chercher le numéro de ticket de chaque position. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien c'est très simple. Je vais comparer le ticket que je viens de lire avec le ticket que j'essaye d'avoir, enfin, qui est juste ici dans mes paramètres de la stratégie. Donc, je vous montre, hein. Tac. Ici, je regarde, est-ce que le ticket que je viens de lire est le même que celui qui est inscrit dans la détection de la stratégie? Si oui, à ce moment-là, je vais lire le profit. Donc le profit, pareil, c'est history deal get double. Donc là, je vais récupérer le double et c'est le profit. Donc get double, je vous montre aussi. Voilà, c'est toutes les fonctions. On a moyen de récupérer plein d'informations dans des données historiques avec après une propriété. D'ailleurs, si on clique dessus, ici, dans enumDeal Property, on peut récupérer le volume, le prix d'ouverture, les commissions s'il y en a, des swaps s'il y en a, enfin tout un ensemble d'informations. Et puis nous, ce qu'on veut, c'est le profit. Donc après avoir lu le profit, ce que je fais, c'est que j'indique que ça a été trouvé et je fais un break. Le break, ça sert à quoi? Ça sert à casser la boucle ici. Alors le trouver égale true, c'est parce que juste après, on va faire différents traitements. Donc là, ça, c'était pour MQL5. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Et maintenant, on va travailler dans MQL4 et vous verrez que ça ressemble beaucoup quand même. Et pour MQL4, c'est presque pareil. On a aussi un tableau qui est l'order historique total. Donc c'est bien les parties historiques, donc toutes les positions qui sont closes. La seule petite chose, c'est que on doit tester déjà est-ce qu'on a accès. Donc je fais ici une sélection d'ordre par rapport au tableau d'historique avec la position. Ça, c'est le choix que j'ai fait pour travailler. Alors, n'oubliez pas qu'il y a aussi une autre possibilité avec Select by Ticket. Ensuite, vous allez voir, le code est très très similaire à ce qui est sur MQL5. On va donc, hop là, on va tester le numéro du ticket. Donc, on regarde si le order ticket qui va extraire carrément, hein, là, on était obligé ici de sortir l'information, quoi qu'on aurait pu aussi le faire en direct, mais non, quand je m'en servais ici, c'était pas trop top. Donc là, je suis obligé de sortir le numéro du ticket avant de travailler avec. Ici, je peux faire un test directement avec la sortie directe du numéro du ticket, parce que je n'ai pas besoin derrière. Donc là, on teste si le ticket est le même que celui qu'on recherche, et si c'est vrai, on récupère le profit, on dit qu'on a trouvé le ticket et on sort. C'est tout, voilà. Ça, c'est les deux traitements MT4 et MT5. Qu'est-ce qu'on a à la sortie, là, en fin de ligne ici? On a soit trouvé égale faux, avec un profit égal à 0. Trouvé égale faux, ça veut dire que les boucles ont tourné et qu'on n'a jamais trouvé le ticket. Soit on a trouvé égale vrai, et dans ce cas-là, le profit a été initialisé. Vous voyez que ce traitement-là, on initialise le profit et le trouvé uniquement avec une condition. Et on n'est pas sûr de taper dans ces lignes-là. C'est pour ça que puisqu'on n'est pas sûr de pouvoir initialiser, de pouvoir renseigner ces variables, c'est pour ça qu'ici, je les initialise de force. Et après tout ce petit traitement, parce qu'ici, on est bien content, on a trouvé notre ticket éventuellement,
et le profit, donc gain ou perte. Maintenant, on va s'en servir. Et donc là, on va faire un petit traitement juste pour afficher des logs. On va s'en servir uniquement si on a trouvé le ticket. On pourrait dire, si on n'a pas trouvé ticket introuvable, pourquoi pas, on peut faire un warning sur ça. Je ne l'ai pas fait, pour moi je ne fais que le cas où on a trouvé le ticket. Donc si on a trouvé le ticket, deux choses peuvent se passer. Premier, le profit est supérieur ou égal à 0. À ce moment-là, je vais faire un petit message qui indique que on a un profit positif, on a des gains. Même 0, 0 c'est un gain dans le trading. Et si c'est négatif, bah là on dira que c'est une perte, tout simplement. Donc là on va tester par rapport au profit, si c'est supérieur ou égal à 0. Donc ici je fais un log. Ce log va contenir le nom de la stratégie qu'on a passé en paramètre. Ici le dièse c'est pour indiquer le numéro ici de la détection. C'est un numéro qu'on va suivre régulièrement dans tous les logs et dans tout le traitement. Donc là, je convertis, parce que ça, c'est un integer, c'est un entier. Ici, c'est une chaîne de caractères. Donc, pour éviter d'avoir un warning, j'indique que je convertis cette valeur entière en chaîne de caractères. Donc là, on convertit, et puis après, on dit que la fermeture est en gain, et après, on va convertir d'un double, une valeur double en chaîne de caractères avec deux chiffres après la virgule. Donc on dit que, voilà, que le gain, il est de, je sais pas moi, 25,02 €. Et toujours la fonction derrière pour indiquer d'où vient ce log. Ça, c'est en cas de profit. Et en cas de perte, on fait tout simplement le même log, hein, c'est pareil, sauf qu'on indique pareil le nom de la stratégie, le numéro de la détection, sauf que la fermeture, elle est en perte. Et puis c'est la même chose derrière. La seule petite différence, c'est ça, c'est gain et perte qui changent entre les deux logs. Voilà. Il n'y a rien de vraiment compliqué, c'est juste pour informer. Donc là, avant de partir, on va quand même compiler, voir un peu si ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Sans une erreur. Alors, on va aller à la première. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, ça, c'est couillon. Ça veut dire que j'ai une parenthèse que je n'ai pas fermée. Alors, c'est où? Tiens, je vais vous filer une astuce. Donc, je vais fermer. Pour voir si les parenthèses sont fermantes ou ouvrantes, vous cliquez sur la première. En fait, il vous trouve directement celle qui va avec. Donc ça, c'est très très bien. Par exemple, là, on clique sur celle-là, et normalement, celle du bas, ça veut dire que c'est dans cette fonction. Donc là, c'est tout bon. Ah bah tiens, elle est là. Il manque un truc ici. Il manque un truc. Voilà, c'est mieux comme ça. Comme ça, j'ai tout ce qui va avec. Et si je clique sur la première, il me sélectionne bien la dernière. Ok, c'est bon. Je pense que ça devrait marcher un peu mieux. Alors ici, j'ai des pertes de données par rapport au type de conversion. Ça, c'est pas normal. C'est pour ça que j'avais mis int en fait. Je me doutais bien qu'il y avait un truc, mais bon. Quand on regarde ici, donc ça c'est tout bêtement. Alors ça, ce sont des warnings. Les petits panneaux, c'est des warnings. C'est pas important, mais je vous conseille comme de les corriger au fur et à mesure. Ça vous évitera les mauvaises surprises. Alors là, il dit tout bêtement qu'on a une perte possible. C'est marqué possible perte de données due au type de conversion. Pourquoi? Parce que ici, on a deux types qui seraient différents. Et donc, on doit lui forcer ce qu'on appelle un cast, donc une conversion de type, pour que nous, on impose, en toute connaissance de cause, le changement de type pour éviter d'avoir ce genre de perte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le mstop mini, c'est de quel type? mstop mini, il est là, c'est du int. Donc c'est du int, très bien. Et si on regarde le mstop mini, cette fonction-là, alors sur MQL4 d'ailleurs, avec les informations, c'était quoi? C'était symbole thread stop level. Symbole thread stop level, c'est du int. Donc normalement, il ne devrait pas nous emmerder. Parce que c'est du int. Alors par contre, à mon avis, ils ont fait une connerie dans leur doc. C'est pas du int ici, à mon avis, c'est du long. On va vérifier ça de suite en faisant un petit changement dans le stop mini. On va le mettre en long. On va voir s'il continue de nous engueuler. Ah, comme par hasard. Bon bref, donc on va le relaisser en int, hein, c'est pas grave. Par contre, ici, donc là c'est la doc de MQL4 qui est mauvaise. Ici, le mstop symbole, on va le mettre en int, on va forcer, tout bêtement en mettant ça devant. Et le digit c'est pareil. Et si je regarde d'ailleurs dans la doc MQL5, qu'est-ce qu'ils en disent? Symbole stop, symbole thread stop level, pareil, ils l'ont mis aussi en int, mais je pense que c'est une bêtise. Donc bah écoutez, dans ce cas-là,
Nous, ça ne nous pose aucun problème. On va lui forcer le cast ici. Du coup, moi, ici, je vais décaler pour que ce soit propre au niveau lisibilité. Je recompile et j'ai plus de warning. Alors, c'était pas un warning très très grave. Généralement, beaucoup de warnings ne sont pas graves du tout. Mais, franchement, je vous conseille, analysez chaque warning, retirez-les, ça vous évitera des mauvaises surprises et ça peut arriver. Bref, voilà, donc ça compile, on est tout bon, on va pouvoir passer à la suite. Voilà, bon, vous avez vu, c'est assez balèze quand même, mais assez simpliste parce que l'épisode qui suit, le 22, il va être un peu plus costaud celui-là. Parce que dans le 22, on va faire la vérification, on va dire vérification des performances. Donc les performances, rappelez-vous, dans les paramètres, on a des niveaux de perte max par jour ou de perte max hebdomadaire. On aurait pu faire du mensuel ou du annuel. Enfin bon, pour l'instant, on n'a que ces deux niveaux-là. Et là, il va falloir qu'on aille chercher dans l'historique du marché et dans toutes les actions que vous avez faites pendant une certaine période, tous les résultats et en définir un pourcentage. C'est des moyens assez techniques pour aller chercher dans l'historique, aussi bien dans MT4 et MT5. Ça se ressemble, presque, mais c'est pas pareil. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire là dans l'épisode suivant. D'ici là, n'oubliez pas, c'est vraiment hyper important, l'abonnement, franchement, déconnez pas, moi ça me permet de vivre sur YouTube. Le partage, ça, si vous voulez aider des gens ou leur montrer que vous avez une chaîne très intéressante, allez-y. Le pouce, si ça vous plaît. Le commentaire, dites-moi en commentaire. Je prévois éventuellement de faire des ateliers avec les problèmes que vous voyez sur vos codes. Je sais qu'il y a des gens qui m'appellent au secours parce qu'ils ont ils n'y arrivent pas, quoi. Et si je peux, moi, je prévois un atelier, mais si je fais uniquement s'il y a assez de monde pour le faire. Donc demandez-le, demandez-le, et je l'organise et je le fais avec vous. D'ici là, écoutez, nous, on se voit la prochaine fois, l'épisode 22, pour toute la partie vérification, et ça sera à la fin de la classe Money Management.